Son nom officiel, c'est la centrale nucléaire des monts d'Arrée. Pour nous, c'est EL4. EL pour eau lourde et 4 parce que c'est le 4e réacteur modéré à l'eau lourde construit en France. Les 3 premiers étaient purement expérimentaux. Celui-ci est un prototype de puissance. Sa taille est suffisamment importante pour permettre d'apprécier les possibilités industrielles de notre nouvelle filière de réacteurs producteurs d'énergie. Dominant l'ensemble, voici l'enceinte cylindrique étanche. Elle contient toute la partie nucléaire. Elle est entourée par le bâtiment dans lequel sont installés les principaux auxiliaires de la centrale. À gauche, par le bâtiment du groupe turbo-alternateur et son bassin de rejet. Derrière, le bâtiment d'exploitation où se trouve la salle de commande. À côté, le bâtiment de stockage du combustible irradié. Enfin, à droite, la cheminée de ventilation. Comme dans les centrales françaises de la filière graphite-gaz, à Chinon ou à Saint-Laurent-des-Eaux par exemple, les calories produites dans le réacteur EL4 sont extraites de l'uranium par un courant de gaz carbonique à haute pression. En revanche, et c'est ce qui fait l'originalité de la filière, le graphite est remplacé ici par l'eau lourde, qui permet une meilleure utilisation de l'uranium. À énergie produite égale, ce type de réacteur consommera 3 fois moins de combustible. Tout cela demandait à être vérifié en construisant un réacteur à l'échelle industrielle. D'où la décision, en 1962, de réaliser EL4. En 1962, ici, c'était la lande. Des genêts, des ajoncs, des bruyères, jusqu'au mont d'Arrée qui domine cette région centrale de la Bretagne. Dans la vallée, un marécage. C'est là que nous avons entrepris notre chantier. L'ancien barrage de Nestavel devait fournir l'eau servant au refroidissement du condenseur de la turbine. Voici précisément la pose des conduites amenant l'eau du lac à la centrale. Mais la première opération de génie civil a été de creuser jusqu'au roc une large excavation afin d'assurer une assise solide à l'enceinte du réacteur. À la fin de l'hiver 1963, le roc a été atteint à 12 mètres de profondeur. Le radier, c'est-à-dire le socle de l'enceinte, est une dalle polygonale de 50 mètres de diamètre et d'1,40 m d'épaisseur. Sur le pourtour du radier allait s'élever le mur d'enceinte de 60 cm d'épaisseur. Pour le construire, nous avons utilisé la technique du coffrage glissant, des panneaux de bois assemblés une fois pour toutes et qui vont s'élever graduellement en suivant l'avancement du bétonnage. Nous montions en moyenne 1 mètre par 24 heures. Le coffrage glissant élève avec lui 2 plateformes de travail, à l'extérieur et à l'intérieur de l'enceinte. Coffrage et plateforme reposent sur un jeu de vérins hydrauliques qui prennent appui sur la partie solidifiée du béton. La précontrainte du mur de l'enceinte, comme celle du radier, est assurée par 188 câbles verticaux et 122 câbles horizontaux. L'ensemble de l'enceinte est conçu pour résister à une pression interne de 590 grammes par centimètre carré. Tous les câbles de précontrainte
ont été tendus jusqu'à 155 tonnes. Des ouvertures sont prévues dans le mur. Comme l'enceinte sera normalement maintenue en dépression par rapport à l'atmosphère extérieure, ces ouvertures seront obturées par des portes étanches ou des sas permettant le passage du matériel et du personnel. Les 44 mètres de hauteur du mur de l'enceinte ont été bétonnés en moins de 2 mois. Ensuite, on a monté un pont d'une force de levage de 45 tonnes. Ce pont comporte 2 poutres qui tourneront à la partie haute de l'enceinte. Enfin, nous avons couvert l'enceinte d'une coupole. Sur ces coffrages en bois, nous avons coulé du béton d'une épaisseur variant entre 60 et 90 cm. En septembre 64, après 12 mois de travail, l'enceinte était prête à être aménagée intérieurement. Cet aménagement intérieur est réparti en 3 zones sur toute la hauteur de l'enceinte. Dans la zone centrale se trouve le réacteur de type horizontal. En est et en ouest, les 2 salles de manutention du combustible. Au sud, les installations d'eau lourde. Au nord, celle du gaz carbonique. La pièce maîtresse du réacteur est évidemment la cuve. Elle a 4,80 m de diamètre, 5,50 m de longueur et pèse 80 tonnes. La cuve est constituée d'une virole, réunissant 2 doubles fonds qui seront remplis d'eau légère. 216 canaux traversent la cuve. Chaque double fond comporte donc 216 fourreaux pour le passage des canaux. Quand elle sera mise en place dans le bloc réacteur, la cuve sera enveloppée par 2 écrans de protection remplis d'eau légère. La cuve a été entièrement réalisée en éléments d'acier inoxydable soudés. Chaque double fond est constitué par 2 disques de 35 mm d'épaisseur et espacés de 38 cm. Ils ont été percés de 216 trous, puis entretoisés, c'est-à-dire réunis par 216 fourreaux ajustés avec soin dans leurs trous. Le diamètre des fourreaux est de 195 mm et ils sont disposés sur les disques selon un réseau serré à pas carrés. Les fourreaux ont été soudés sur les faces extérieures, puis sur les faces intérieures des disques. Voici la cuve au moment de sa mise en place. Enveloppée de ces écrans, elle pèse maintenant 220 tonnes et c'est au moyen de vérins que nous l'avons hissée sur sa plateforme à 4,50 m de hauteur au centre de l'enceinte. La cuve est placée sous une ouverture par où descendront d'un grenier les barres de contrôle verticales. Alors, une fois la cuve installée, nous avons mis en place les canaux. Tenez, voici une coupe longitudinale de la cuve. Elle est très schématique puisque nous n'avons figuré que 6 étages de fourreaux, alors qu'en réalité, il y en a 16. Chaque canal est matérialisé par un tube traversant la cuve de part en part et débouchant sur les 2 faces par les fourreaux. On les appelle tubes de force car ils doivent résister à la pression du gaz carbonique. Les tubes ont été introduits par les fourreaux et leurs extrémités y ont été soudées. Les tubes ont 4,70 m de long et 107 mm de diamètre. Ils sont en zircaloï.
Pour raccorder les extrémités des tubes à l'intérieur des fourreaux, nous avons étudié et réalisé un outillage spécialement adapté. Cette machine ajuste le tube à sa longueur exacte et le mandrine à l'intérieur du fourreau. Une autre machine effectue la soudure du tube dans le fourreau. Placée à l'intérieur du tube, une caméra de télévision nous a permis de régler et contrôler ces opérations délicates. Prenons du recul pour voir la cuve à sa place dans l'enceinte. À droite et à gauche des faces du bloc réacteur apparaissent les salles de manutention du combustible. Le chargement et le déchargement de ce combustible se feront par des tubes de prolongement qui, comme leur nom l'indique, prolongent les tubes de force à leurs deux extrémités. En partant des faces de la cuve, ces prolongements traversent successivement un écran d'eau complémentaire et une épaisseur de béton de protection. Près de la cuve, chaque prolongement comporte une tubulure par laquelle entre ou sort le gaz carbonique de refroidissement. Voici la pose des prolongements. Ils ont 3,60 m de longueur et comportent chacun la tubulure de passage du gaz carbonique. Nappe par nappe, ils sont raccordés au fourreau par un écrou à 2 filets, puis par une soudure effectuée à l'intérieur du tube par une machine spécialement conçue pour ce travail. Nous voyons ici comment les tubulures de CO2 sont branchées sur les prolongements. Comment ces prolongements traversent ensuite un écran d'eau. Puis la zone où sera coulé du béton. Et enfin, comment ils débouchent dans les salles de manutention. Après soudure des deux prolongements aux extrémités du tube de force, le canal, qui a maintenant 13 mètres de long, est prêt à recevoir ses équipements internes. Chaque canal est garni intérieurement d'un tube de guidage du combustible. Dans la cuve, ce tube en zircaloï est revêtu d'un isolant thermique. Ainsi, le tube de force et l'eau lourde ne dépasseront pas 65 degrés alors que le tube de guidage subira des températures avoisinant 500 degrés. On distingue ici la structure métallique plissée servant d'isolant thermique. Les parties latérales du tube sont en acier inoxydable. Elles comportent chacune une lanterne sur laquelle débouchera la tubulure du prolongement de canal, assurant le passage du gaz carbonique. Chaque extrémité du canal est obturée par une vanne de sécurité, prolongée par un nez permettant l'accrochage de la machine de manutention. L'ensemble de ces vannes constitue de chaque côté la face de chargement du réacteur. Ce grand canon rouge, c'est la machine de manutention du combustible. Elle ouvre les vannes qui obturent les canaux et introduit ou retire les éléments combustibles. Voici l'un de ces éléments que nous appelons une grappe. Ces pastilles d'oxyde d'uranium constituent le combustible de L4. Dûment calibrées, ces pastilles sont empilées dans des gaines, actuellement en acier inoxydable. Les gaines sont soudées électroniquement et sous vide à leurs deux extrémités. Dans un atelier de montage, les 19 crayons d'une grappe sont ensuite assemblés entre deux grilles ajourées, dont l'une permet au crayon de se dilater librement. L'ensemble est alors recouvert d'une chemise en graphite percée de trous pour le passage du gaz carbonique.
Chargement et déchargement sont effectués sans qu'il soit nécessaire d'arrêter le réacteur. Les machines se placent en face du canal à charger, se verrouillent sur les nez des vannes et équilibrent leur pression avec celle du canal. Les grappes qui ont été emmagasinées auparavant dans la machine sont introduites dans le canal côté chaud, alors qu'à l'autre extrémité du canal, la seconde machine extrait le combustible irradié. Avant le chargement du combustible, la cuve a été remplie d'eau lourde qui joue le rôle de modérateur. Comme elle ne peut atteindre une température élevée, elle possède son propre circuit de refroidissement. L'eau lourde sort de la cuve à 65 degrés, elle entre dans un échangeur où elle perd 10 degrés, elle est reprise par une pompe et retourne dans la cuve à 55 degrés. Le circuit de refroidissement de l'eau lourde est installé dans le sous-sol de l'enceinte dans 2 casemates. Une troisième a été prévue en secours. Si la conception de ce circuit est apparemment simple, la sécurité devant être totale, l'exécution de chaque élément a été très soignée. Les moteurs des pompes sont à rotor, immergés dans l'eau lourde, et à stator chemisé. L'échangeur de chaleur est en acier inox, tout comme les conduites d'entrée et de sortie de l'eau lourde. L'étanchéité a été poussée au maximum et tout le circuit possède des détecteurs de fuite. Voici enfin la circulation du gaz carbonique sous une pression de 60 kg cm². Le combustible a été introduit, 9 grappes par canal. Pendant l'irradiation, leur température monte à 650 degrés. Le gaz carbonique entre dans le canal par la tubulure et la lanterne du tube de guidage. Il traverse le combustible par les grilles des grappes, s'échauffe très fortement. Il arrive sur la face opposée de la cuve et quitte le canal par la lanterne de sortie et la tubulure du prolongement. À l'étage supérieur, la circulation du gaz carbonique est inversée. Cette alternance du sens de la circulation à chaque étage de canot permet d'éviter toute dissymétrie dans le flux de la pile. La circulation du gaz carbonique est assurée par 2 soufflantes entraînées à 4000 tours minute par turbine à vapeur. Elles débitent ensemble 890 kg de gaz par seconde. 3 vannes comme celle-ci contrôlent le passage du gaz au refoulement des soufflantes et le dirigent dans un collecteur dit froid, bien que la température du gaz y soit de 260 degrés, placé à la partie inférieure du réacteur. Ce collecteur, qui a 2 branches, est et ouest, distribue le gaz à l'entrée des prolongements des canaux par 216 tubulures individuelles, alimentant chacune un canal. Sur le départ de ces tubulures, appelées clarinettes, sont fixées des vannes permettant de régler le débit du gaz dans chaque canal. Les tubulures remontent sur les côtés du réacteur. Elles arrivent devant l'une des faces de la cuve où elles sont soudées sur les prolongements de canaux. Même disposition en forme de lyre pour les tubulures de sortie, dont les nappes alternent avec les tubulures d'entrée. Canalisant le gaz sortant à 475 degrés, elle remonte vers un collecteur chaud situé à la partie haute du réacteur. Ce collecteur alimente 2 batteries d'échangeurs dans lesquelles le gaz cède ses calories à un circuit vapeur. La vapeur produite dans les échangeurs actionne un groupe turbo-alternateur de 75 000 kW. Comme dans tous les réacteurs, le contrôle de la réaction nucléaire est assuré par des barres absorbantes verticales. Ces barres sont actionnées chacune par un servomoteur. Elles montent et descendent dans leur tube guide. Voici la mise en place d'une de ces barres. Après le cœur, voici le cerveau du réacteur.
De cette salle sont commandés et contrôlés tous les circuits de L4. Nous sommes ici dans le domaine des techniques électroniques les plus avancées, ce qui permet entre autres à 2 techniciens d'effectuer à eux seuls le pilotage du réacteur. EL4 a divergé à la fin de 1966 et déjà le transformateur de 220 000 volts est branché sur le réseau de Bretagne. Mais plus qu'une production d'électricité pourtant importante, le but principal de cette réalisation reste l'expérimentation d'un nouveau type de réacteur. Vous voyez, depuis 5 ans, ce coin de Lande bretonne a un peu changé, mais je ne pense pas que nous ayons défiguré le paysage. Tenez, le photographe local ne s'y est pas trompé. Regardez. EL4 est déjà immortalisé par une carte postale.